Donc, on est réunis aujourd'hui pour parler du conseil en évolution professionnelle et de l'arrêt maladie et pour voir comment le service CEP, mais aussi le service social de l'assurance maladie peuvent finalement se combiner et s'articuler pour être complémentaires et au service de la transition professionnelle des salariés et des indépendants qui seraient justement en arrêt maladie. Donc moi, je suis Marie Delon, je suis directrice de projet CEP pour la région Occitanie et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin, du coup, Vincent God qui va se présenter très rapidement. Bonjour Marie, et bonjour à tous et à toutes. Je suis responsable régional du service social CARSAT pour la région Midi-Pyrénées et plus globalement, je représente les collègues de la France entière. Donc ce matin, pendant 1 heure, on va vous parler de plusieurs choses. Déjà, vous présenter le service conseil en évolution professionnelle, mais aussi le service social de l'assurance maladie. Et puis, on verra ensemble ensuite quelques exemples de parcours d'accompagnement qui ont pu justement mixer à la fois le service CEP et le service social de l'assurance maladie, en espérant que si parmi vous, il y a des personnes qui sont justement en arrêt maladie et qui se questionnent un petit peu sur la suite de leur parcours professionnel, vous ayez le maximum de réponses et que vous puissiez voir quels sont les outils qui sont à votre disposition. Donc, sur le CEP, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un service qui existe depuis maintenant plusieurs années. Depuis le 1er janvier 2015. L'objectif de ce service, c'est de permettre à tous les actifs de faire le point sur leur situation professionnelle et, si ça s'y prête, de les aider à élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, ce service-là, il est gratuit, confidentiel, neutre, accessible à tous et impartial. Il est délivré par différents opérateurs en fonction de votre statut. Donc, votre statut détermine qui peut vous délivrer ce service de conseil en évolution professionnelle, puisque ce service-là, il existe vraiment pour tout le monde. Il est gratuit, ça a été mis en place par le ministère du Travail. Mais si vous êtes, par exemple, en recherche d'emploi, inscrit à Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui va être votre opérateur CEP. Alors maintenant, je vais dire CEP pour conseil en évolution professionnelle. Ça fera gagner du temps pour la suite. Si vous avez moins de 26 ans, ce sont les missions locales qui vont pouvoir vous accompagner dans le cadre de ce CEP. Pour les personnes qui seraient reconnues travailleurs handicapés ou en situation de handicap, Cap Emploi est également opérateur CEP. Et pour les cadres, il y a l'APEC. Et donc là, aujourd'hui, moi, je représente l'opérateur qui délivre le CEP à destination des salariés, alors plutôt les salariés non cadres, mais aussi auprès des travailleurs indépendants. Donc là, aujourd'hui, l'opérateur que je représente, qui est porté par un CIBC, un centre de bilan de compétences. Nous, on va s'adresser plus particulièrement donc, aux salariés du secteur privé, quel que soit votre statut, que vous soyez en CDI, en CDD, c'est ce que ça veut dire, ou votre temps de travail, que vous soyez à temps plein ou à temps partiel, à tous les travailleurs indépendants, quel que soit votre statut aussi, c'est-à-dire que vous pouvez être exploitant agricole, mais aussi auto-entrepreneur, ou voilà, quel que soit votre statut, profession libérale aussi par exemple. Et on va pouvoir aussi accompagner les personnes qui seraient en arrêt de travail, mais qui ne seraient ni salariées, ni inscrites à Pôle emploi. C'est une petite particularité, puisque parfois vous pouvez être en arrêt maladie et puis en même temps terminer par exemple un CDD. Et comme vous êtes toujours en arrêt maladie, vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire à Pôle emploi, puisque si vous êtes en arrêt maladie, Pôle emploi ne vous permet pas de vous inscrire comme demandeur d'emploi. Donc même si vous n'êtes pas salarié, que votre contrat s'est terminé et que vous n'êtes pas encore inscrit à Pôle emploi, nous, on va pouvoir vous accompagner. Le service CEP, comment, du coup, en tout cas, nous, le service que l'on propose, comment ça se déroule? Ça va commencer par ce que l'on appelle un aiguillage qui va passer par notre plateforme téléphonique. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche. Donc, cette plateforme téléphonique, elle vous permet d'être mis en relation avec des chargés d'information qui vont faire le point avec vous sur votre situation,
faire le point aussi sur votre statut. Est-ce que vous êtes bien salarié? Est-ce que vous avez bien le droit finalement à bénéficier de notre accompagnement? Et si c'est bon, on vous proposera un rendez-vous puisque toute la suite ensuite du parcours se fait uniquement sur rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'un premier niveau de conseil qui s'appelle l'accueil individualisé. L'objectif de ce premier niveau de conseil, c'est de faire le point sur ce qui vous amène, essayer de faire un état des lieux partagé de votre situation pour savoir quel est l'élément déclencheur de votre demande, quelle est votre problématique éventuelle, quel est votre projet aussi, et en fonction, vous donner un premier niveau d'information pour vous aider à poursuivre votre parcours. Soit vous avez toutes les informations qu'il vous fallait et ça s'arrête là, soit il peut y avoir aussi d'autres rendez-vous et notamment ce que l'on appelle un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire un second niveau de conseil. Et là, à l'intérieur, on va avoir un double découpage, c'est-à-dire d'abord un appui à la formalisation du projet, c'est-à-dire on va vous aider vraiment à cibler quel est le projet qui est le vôtre, comment vous pouvez le mettre en œuvre, c'est-à-dire élaborer finalement le plan d'action pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Et une fois que votre projet est élaboré et le plan d'action également, il peut y avoir aussi une autre partie qui est l'appui à la mise en œuvre du projet. Donc là, c'est toute l'aide dont vous pouvez potentiellement avoir besoin pour aller mettre en œuvre ensuite ce projet-là. J'en profite pour regarder les premières questions qui ont été posées. Est-ce que le service est ouvert aux fonctionnaires qui sont en disponibilité? Alors, le service CEP, il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est juste que, comme je le disais, en fonction du statut, il y a un opérateur qui peut accompagner. Donc, nous, aujourd'hui, on n'accompagne vraiment que les salariés du secteur privé ou les personnes qui travaillent pour un employeur public, mais qui ont un contrat de droit privé. Donc, pour les fonctionnaires, malheureusement, voilà, nous, on ne va pas pouvoir les accompagner, mais en interne, il y a souvent des services spécialisés au sein des fonctions publiques. Donc après, selon la fonction publique, parce qu'il y a différents types, voilà, il faut voir en interne quel est le service qui peut accompagner. Voilà pour le service conseil en évolution professionnelle. Du coup, je vais laisser la parole à Vincent pour présenter le service social. Merci Marie. Alors, le service social est un service de l'assurance maladie. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on est rattaché hiérarchiquement au CARSAT, mais ce qui est important pour vous et ce qui est important de retenir, c'est que les services sociaux se trouvent, nos bureaux se trouvent au sein des CEPAM, on est hébergé par eux, nos points d'accueil sont en général dans les CEPAM, mais nous allons recevoir sur l'ensemble du territoire où vous habitez, et donc souvent il y a des permanences aussi d'accueil qui peuvent se faire soit en mairie, soit en CCAS, soit dans le conseil départemental. Ce sont des équipes d'assistantes sociales et de conseillères services assurance maladie qui sont à votre écoute et donc qui vont pouvoir répondre aux questions que vous vous posez et qui sont en lien avec vos problématiques de santé. Slide suivante. Merci. Nous avons donc 4 axes essentiels d'intervention pour accompagner les personnes et donc aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est la question de la prévention de la désinsertion professionnelle. Mais nous allons aussi intervenir, et donc je réapprofondirai le sujet après. Nous allons aussi intervenir sur la question de la stabilisation du retour à domicile. Alors, excusez-moi 2 secondes, mais j'ai un petit problème de son. Juste 2 petites secondes. Voilà, excusez-moi. Alors, pour tout vous dire, j'ai un chien qui est qui a décidé de jouer avec un objet qui fait beaucoup de bruit. Et donc, c'était en train de ne pas accorder. Il choisit vraiment le moment qu'il ne faut pas. Voilà. Alors, donc, notre deuxième axe d'intervention est autour de la stabilisation du retour à domicile, c'est-à-dire accompagner les personnes qui ont été hospitalisées et qui ont des difficultés, soit pour adapter leur logement, soit pour stabiliser leur état de santé suite à cette hospitalisation. Donc, on va accompagner les gens sur ces questions-là. On a l'axe sécuriser les parcours en santé. On travaille notamment avec
CEPAM sur des questions d'accès aux soins ou de conséquences de l'état de santé sur la vie quotidienne. Les pathologies lourdes, par exemple, entraînent des difficultés, soit de maintien à domicile, soit de diminution de ressources, soit de perte d'emploi. Et donc, notre rôle va être d'accompagner les assurés qui rencontrent ces difficultés-là. Enfin, on a un axe qui vous concerne moins, qui est plus pour les retraités, autour d'accompagner le bien vieillir, le changement, le passage à la retraite. La slide suivante. Alors, la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, le terme n'est pas très adapté et plutôt long, et donc je vais essayer de simplifier et de vous expliquer ce que c'est. On s'adresse, comme le CIBC, comme le Conseil en évolution professionnelle, alors nous aux salariés, ça c'est important, donc des gens qui ont encore un contrat de travail au moment de l'arrêt et qui sont en arrêt de travail ou en invalidité et qui vont rencontrer des difficultés à la reprise de travail. Les difficultés peuvent être un risque d'inaptitude à son poste professionnel, mais aussi simplement, ça peut être des choses plus simples, c'est-à-dire des besoins d'adaptation de son poste de travail liés à l'état de santé. Alors, l'adaptation du poste de travail, elle peut être très variée. Ça peut être, pour certaines personnes, le besoin d'adapter techniquement le poste de travail. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a des gens qui ont des problématiques visuelles et donc qui travaillent sur écran. Et donc, il y a des logiciels qui existent et qui permettent justement d'élargir, d'agrandir l'écran. Donc, il y a des adaptations techniques. Et puis, des fois, il y a des adaptations aussi organisationnelles. Changer les horaires de travail parce que la personne a une pathologie qui fait qu'elle est très fatiguée, par exemple, le matin, et donc elle a plutôt besoin de travailler l'après-midi. Donc, on va travailler soit sur le maintien dans l'emploi de la personne, et puis on ne le fait pas seul, je vais y revenir après, soit on va travailler parce que des fois aussi, eh bien, le poste de travail n'est pas adaptable aux problèmes de santé de la personne et donc il va falloir réfléchir à un nouveau projet professionnel, réfléchir peut-être à se former, se requalifier et donc on va accompagner les personnes pour pousser cette réflexion en utilisant soit des outils de l'assurance maladie, soit justement en travaillant avec nos collègues conseillers en évolution professionnelle. On s'adresse, tout comme les CEP, aussi aux travailleurs indépendants, qui est un nouveau public qui nous est arrivé depuis 2 ans, et pareil, qu'on accompagne de la même manière sur la question de maintien dans leur activité professionnelle ou de changement d'activité professionnelle. Donc, ce sont des assistantes sociales qui interviennent. C'est un réseau d'assistantes sociales qui couvre l'ensemble du territoire. Nous sommes tenus au secret professionnel. Nous travaillons avec le réseau, et ça c'est important, de l'assurance maladie. Donc on va être amené à travailler avec la CEPAM, mais aussi à travailler avec les médecins conseils qui peuvent être amenés à recevoir et à prescrire ou tout au moins à valider les durées d'arrêt de travail. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est que nous ne travaillons pas seuls. Nous avons un réseau de partenaires sur lequel et avec lesquels nous travaillons. Alors, prioritairement, on va travailler avec les médecins du travail. C'est le premier interlocuteur d'une part de l'entreprise et votre premier interlocuteur qui va aussi pouvoir, alors soit avec vous, soit des fois avec votre médecin traitant, soit avec vos spécialistes, en tout cas vous dire quels sont les risques d'inaptitude que vous avez à votre poste dans l'entreprise, soit les diminutions de vos capacités physiques sur votre poste de travail. Et ça va être votre premier interlocuteur pour pouvoir vous dire, bien oui, ça va être compliqué de reprendre le travail, il faut que je sois aidé et soutenu. À partir d'échanges qu'on va nous aussi, avec votre accord, avoir avec le médecin du travail, eh bien, en fonction de votre situation, on va solliciter d'autres professionnels, par exemple nos collègues conseillers en évolution professionnelle lorsqu'il faut retravailler un projet dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, mais aussi un réseau spécialisé qui sont les CAP Emploi, qui est un organisme qui est spécialisé sur l'accompagnement de personnes qui ont des problématiques de santé.
Ça passe en général par le fait d'obtenir de la MDPH une reconnaissance travailleur handicapé. Alors le terme peut faire un peu peur, mais cette reconnaissance, d'abord, elle est privée, elle est uniquement à vous et vous l'utilisez ou vous décidez de ne pas l'utiliser. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette reconnaissance va vous permettre d'avoir des droits supplémentaires pour négocier soit avec votre employeur, soit pour accéder à des formations spécifiques, soit pour accéder à des financements particuliers sur votre poste de travail. Donc, c'est vraiment voilà, un outil à votre service que vous décidez ou pas d'utiliser, en tout cas qui va vous donner des droits supplémentaires. Et puis, au sein de l'assurance maladie, au sein de la CEPAM, on a aussi développé des outils un peu particuliers qui sont spécifiques à l'assurance maladie et à la CEPAM et qui peuvent vous permettre, on y reviendra après, pendant votre arrêt de travail, eh bien, d'aller suivre des formations, de vous tester soit sur un nouveau métier dans votre entreprise ou en dehors de l'entreprise, voire même de financer auprès de votre employeur une partie de votre salaire pour vous permettre soit d'apprendre un nouveau métier, soit de vous réhabituer à votre ancien poste de travail. Donc voilà, je commençais à les citer. Aujourd'hui, et depuis, ça doit remonter à 2009, la législation permet en fait aux personnes qui sont en arrêt de travail eh bien, de réaliser un certain nombre d'actions en prévision d'un retour dans l'entreprise ou d'un retour sur le monde du travail. Et donc, avec l'accord de l'assurance maladie, c'est-à-dire avec l'accord de la CEPAM, du médecin conseil et porté par nous, le service social, vous pouvez éventuellement faire des actions, c'est-à-dire ne pas rester uniquement chez vous, mais aller faire des actions qui vont vous permettre de réfléchir à un nouveau projet professionnel. Alors, ça va être par exemple des ateliers PDP du service social, c'est-à-dire des ateliers au cours desquels vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous et accompagnés par une assistante sociale, eh bien, vous allez commencer à réfléchir à quelles solutions vous aurez à l'issue de votre arrêt de travail. Nous avons des actions de remobilisation précoce qui sont des actions avec lesquelles on travaille, alors en général avec des psychologues du travail ou des gens qui sont un peu spécialisés dans la remobilisation professionnelle, dans la réflexion sur votre parcours professionnel, dans la réflexion sur quelles compétences vous avez et qu'on peut déployer vers d'autres métiers ou dans votre poste. Et puis, donc ce sont des actions assez courtes, mais qui permettent de travailler voilà, sur un projet professionnel. On a des essais encadrés. Les essais encadrés sont des mesures qui vous permettent de vous tester. Soit vous avez un problème de santé et vous vous demandez si vous êtes encore capable de faire votre ancien métier. Donc, vous allez, tout en restant en arrêt de travail, vous allez vous remettre en situation professionnelle et tester votre métier. Ou alors, vous avez bien compris que vous ne pouvez plus exercer votre ancien métier et vous avez envie de tester un autre poste dans l'entreprise, eh bien, vous allez pouvoir le faire tout en restant en arrêt de travail et puis en étant accompagné des organismes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire Cap Emploi ou la médecine du travail. Après, nous avons des outils qui permettent d'adapter votre temps de travail. C'est le temps partiel thérapeutique, c'est aussi la pension d'invalidité lorsque votre état de santé entraîne une réduction de votre capacité de travail qui va être longue dans le temps. Donc, dans ces cas-là, il y a la possibilité éventuellement que le médecin conseil vous accorde une pension d'invalidité. L'idée, c'est d'adapter votre temps de travail sans perdre de ressources. Et par exemple, sur le temps partiel thérapeutique, eh bien, c'est est-ce que je ne suis pas capable de reprendre un rythme tout de suite normal de travail. Donc, on va négocier un temps avec votre entreprise pour que vous puissiez progressivement reprendre à temps complet. Enfin, il y a un contrat qui est vraiment intéressant, qui est un contrat de rééducation professionnelle chez l'employeur. On vous donnera aussi un petit exemple après. L'idée, c'est que des fois, il faut revenir dans l'entreprise et apprendre un nouveau métier ou réapprendre des gestes professionnels qu'on a perdus du fait de son état de santé. Et donc, pour vous permettre ça, eh bien, l'assurance maladie, et puis pour encourager aussi l'employeur à vous proposer un autre poste ou à adapter votre poste, eh bien, l'assurance maladie a la possibilité de financer 50% de votre salaire de façon à encourager l'employeur à vous donner des conditions de travail qui vont être adaptées à votre état de santé.
Voilà. Je reprends la parole, du coup. Après cette présentation, du coup, à la fois les grandes lignes du service social, mais aussi les grandes lignes du CEP, on a choisi du coup de vous présenter quelques exemples de parcours professionnels, enfin d'accompagnement, on va dire, de salariés qui ont bénéficié à la fois du service CEP, mais aussi du service social de l'assurance maladie. Donc, le premier cas que l'on vous présente, c'est Josiane qui a 49 ans. Sa situation professionnelle aujourd'hui, donc elle est aide-soignante à domicile depuis 5 ans, mais elle possède déjà plus de 20 ans d'expérience dans l'aide à la personne. Elle est en arrêt maladie depuis seulement 2 mois, mais pour autant, elle commence déjà à se questionner parce qu'elle sent qu'elle ne pourra pas retourner sur son poste de travail à cause de difficultés de santé. Donc, elle sollicite le service de conseil en évolution professionnelle pour envisager la suite, parce qu'elle se pose des questions et qu'elle ne sait pas trop par où commencer. Donc là, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, première étape, après un échange justement avec sa conseillère, elle a pu faire un point sur sa situation professionnelle, sur ses envies, sur ce qu'elle souhaite aussi changer ou conserver dans sa situation. Et finalement, avec sa conseillère, elles identifient un besoin de réaliser un bilan de compétences euh, avant toute chose, puisque Josiane, finalement, elle sait qu'elle veut changer, mais elle n'a finalement aucune idée de ce qu'elle pourrait faire, de ce qu'elle souhaite faire. Donc, elle a vraiment besoin d'un accompagnement très approfondi où elle va faire le point sur sa connaissance de soi, ses aspirations, etc. Et donc ça va plutôt passer par un bilan de compétences. Donc avec sa conseillère en évolution professionnelle, elle va être guidée sur toute la procédure à mettre en place, à la fois pour trouver un centre de bilan, mais aussi pour financer le bilan de compétences. Et sa conseillère l'a également orientée vers le service social de l'assurance maladie pour justement réaliser ce bilan de compétences-là pendant son arrêt maladie. Et donc là, je laisse Vincent reprendre la parole. Alors, effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour faire une action de remobilisation pendant l'arrêt de travail, eh bien, il faut obtenir notamment l'accord du médecin conseil, l'accord de la CEPAM et donc soutenu par le service social. Donc, en général, lorsque, et là c'est clair, le conseiller en évolution professionnelle nous oriente ce type de situation, eh bien, on sait dans un premier temps que notre rôle va être d'aller chercher les autorisations des partenaires de l'assurance maladie. On a une cellule un peu spécifique qui nous permet de valider les projets. Mais l'intérêt de rencontrer l'assistante sociale, c'est aussi de faire une évaluation globale de la situation. On sait par exemple que l'arrêt de travail entraîne ou va entraîner des diminutions de ressources liées à la baisse des IJ. Les gens vont aussi se poser des questions sur les remboursements par exemple de leurs prêts et donc il y a parfois des solutions à aller chercher, à mettre en place pour pouvoir assainir la situation, on va dire, financière, la perte des ressources, et puis aller chercher notamment des contrats d'assurance, par exemple, qui vont aider la prise en charge de ces prêts. Et puis, au-delà de ça, donc, on fait un bilan global de la situation de la personne, santé, financier, social. Et puis aussi, c'est l'occasion de présenter ce que je vous disais ce que je vous présentais tout à l'heure, les autres outils de l'assurance maladie. Imaginons pendant le bilan de compétences que cette personne découvre un autre métier, elle va le découvrir de manière théorique, elle se sent intéressée par exemple, je ne sais pas moi, un travail d'hôtesse d'accueil, eh bien, on pourrait aussi, à l'issue du bilan de compétences, proposer de faire un essai encadré et donc d'aller tester ce métier concrètement en entreprise d'hôtesse d'accueil, par exemple. Donc, une fois que le bilan est complété, nous, notre travail, c'est continuer la sécurisation du parcours. C'est-à-dire que, bien, j'imagine que cette personne pourra retourner voir
son conseiller en évolution professionnelle qui lui proposera éventuellement ce qu'il y a comme formation. Et nous, de notre côté, on verra si ces formations sont compatibles avec l'arrêt de travail ou si elles pourront ne démarrer qu'à la fin de l'arrêt de travail. Voilà, on va essayer de continuer de travailler tous ensemble en collaboration, y compris en intégrant le médecin du travail, l'employeur, aux réflexions de la personne. Voilà, alors je suis allé un peu vite et en fait, tout est redit sur la slide qui se trouve là. Mais voilà, cette slide dit bien, on travaille en collaboration tous ensemble autour du projet de la personne, médecin du travail, médecin conseil, médecin traitant, et on essaye de réfléchir ensemble à ce qui peut être mis en place et important. Et puis, comme le disait aussi Marie tout à l'heure, il y a la question du financement des actions qui se pose. Pour certaines actions, eh bien, on a des financements de droit commun. Pour d'autres actions, on va devoir aller chercher des financements, par exemple, de la GFIP. Et puis, encore pour d'autres actions, eh bien, on peut avoir au sein de l'assurance maladie des financements de la part de la CEPAM. Alors là, pour le coup, c'est très différent en fonction de la CEPAM dont vous dépendez, parce que toutes ne vont pas mettre en place ce type de financement. En tout cas, là, par exemple, le rôle de l'assistante sociale va être aussi d'aller vérifier ce qui est possible par rapport à ça. On passe du coup sur un second exemple qui est Pascal, 45 ans. Donc Pascal, il est maçon depuis plusieurs années. Lui, il est en arrêt maladie depuis plus longtemps puisqu'il est en arrêt depuis plus d'1 an. Et il risque une inaptitude à son poste de travail. Et il rencontre, lui, dans un premier temps, le service social de l'assurance maladie. Donc là, le premier travail, ça a été de se rapprocher du médecin du travail pour évaluer si, au sein de l'entreprise, il y avait des possibilités, au regard de l'état de santé de ce monsieur, de le reclasser dans l'entreprise. Ça n'a pas été le cas. Et donc, il a fallu rapidement travailler sur un autre projet professionnel parce que, vous savez bien, en fonction des entreprises, des postes qui existent et de l'état de santé de la personne, il n'y a pas toujours la possibilité de reclasser au sein de l'entreprise. Donc, rapidement, on a réorienté cette personne vers le conseiller en évolution professionnelle. Et là, je repasse la main à Marie sur la réflexion par rapport à un nouveau projet. Effectivement, Pascal, lui, il évoquait dès le départ un intérêt pour le métier de grutier, donc pour rester aussi dans le secteur finalement du bâtiment. Et donc, en venant rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, il a pu d'une part obtenir de l'information sur ce métier-là, comment on y accède, quel est le marché du travail, quelles sont les formations requises pour y accéder, etc. Et en articulation, on va dire, avec le service social de l'assurance maladie, il a pu bénéficier du coup d'un essai encadré. Donc, on en parle depuis le début. Donc, il lui a permis d'aller justement tester le métier de grutier. Déjà pour confirmer que c'était bien un métier qui l'intéressait, puisque parfois, c'est vrai qu'on a une représentation d'un métier, mais qui ne correspond pas toujours à la réalité finalement de terrain. Et l'essai encadré ou ce que l'on peut aussi appeler l'immersion professionnelle dans une entreprise ou auprès d'un professionnel, ça ne permet pas que de voir est-ce que mon état de santé est adapté, enfin voilà, est compatible avec le métier. Ça permet aussi de confirmer son intérêt. Est-ce que l'idée que je me faisais du métier est bien celle qui correspond à la réalité finalement. Et donc là, après cet état encadré qui a confirmé son intérêt, avec son conseiller en évolution professionnelle, Pascal, il a pu identifier la bonne formation pour y accéder, mais aussi identifier le financement à mobiliser une fois son licenciement pour inaptitude déclaré. Puisque Pascal, il savait de toute façon qu'il allait être déclaré inapte à son poste de travail. Et donc, avec son conseiller en évolution professionnelle, ils ont travaillé sur l'ingénierie, on va dire, de financement
une fois que Pascal serait, pour le coup, demandeur d'emploi et plus salarié. Bon. En fonction des projets, hein, quand il y a un projet de formation, le conseiller en évolution professionnelle, il peut à la fois accompagner sur les financements possibles en tant que salarié, si je reste en fait sur un statut salarié, mais aussi donner déjà quelques pistes et quelques informations pour les financements possibles en tant que demandeur d'emploi une fois que le contrat arrive à son terme. Vraiment, l'intérêt là, et c'est ce qu'on veut souligner, c'est de profiter de ce temps d'arrêt de travail et le plus précocement possible pour commencer à réfléchir, même si l'état de santé, on est bien d'accord, n'est pas stabilisé, qu'il y a encore des soins et qu'on est dans le doute. En tout cas, plus on s'y prend tôt sur cette réflexion de est-ce que je vais pouvoir reprendre dans mon entreprise, vous voyez, plus on peut mettre en place des actions parce que on va profiter de ce temps d'arrêt de travail eh bien, pour aller faire un bilan de compétences, pour aller rencontrer le conseiller en évolution professionnelle, pour aller faire un essai encadré. Et tout ça, ça prend du temps. Hein. La prise de rendez-vous, le trouver un stage, réaliser un bilan de compétences. Voilà, on est sur des démarches qui vont parfois prendre plusieurs mois. Et nous, on essaie de dire aux gens, voilà, on y réfléchit le plus tôt possible, comme ça, avec le temps qu'on a devant nous, on va pouvoir mettre en place des actions. Des fois, il y a des gens qui viennent nous voir 48 heures, en gros, avant la reprise de travail. Eh bien, tout ça, on ne peut plus le mettre en place, c'est trop tard. S'il y a une reprise qui est fixée par le médecin conseil, voilà, on ne va plus bénéficier de ce temps pendant lequel on peut se poser tranquillement et où ensemble avec les partenaires, on va travailler à réfléchir avec vous à des solutions. Là, on a un autre exemple d'un bénéficiaire, enfin, d'un salarié qui a sollicité aussi un essai encadré. Donc là, c'est Hugo qui a 37 ans. Hugo, il est agent d'entretien des bâtiments pour un gros gestionnaire d'immeubles. Il est en arrêt maladie, lui, depuis 9 mois. Dans l'idéal, il aimerait rester dans son entreprise, hein, mais sur un autre poste de travail. C'est-à-dire qu'il sait qu'agent d'entretien des bâtiments, voilà, c'est un peu trop physique par rapport à sa situation de santé, ce sera compliqué. Mais par contre, il aimerait étudier les possibilités de rester dans son entreprise. Et donc là, dans le cadre du CEP, il a pu faire le point sur sa situation, ses aspirations, ses priorités. Il avait, lui, une petite idée, c'est-à-dire qu'il avait identifié au sein de son entreprise un poste d'agent d'accueil qui allait être libéré dans le cadre d'un départ à la retraite proche de la personne qui occupait ce poste-là. Et donc, il s'est dit, pourquoi pas creuser cette piste, ça peut m'intéresser. Donc là, avec sa conseillère en évolution professionnelle, il a un petit peu fait le point sur les compétences requises pour accéder à ce poste d'agent d'accueil. Ils ont notamment identifié un besoin en compétences très particulièrement sur les outils bureautiques, puisque dans le cadre de son métier d'agent d'entretien des bâtiments, voilà, c'est pas quelque chose qu'il utilisait. En revanche, il était en relation avec les habitants de l'immeuble, etc. Donc, il a tout à fait on va dire, les capacités relationnelles qu'exige un poste d'agent d'accueil. Par contre, il lui manque toute la partie un peu bureautique. Donc là, après avoir identifié la formation, après avoir identifié que c'est une formation qui peut être financée dans le cadre du CPF, là, pareil, il a été orienté vers le service social de l'assurance maladie pour envisager les possibilités de suivre cette formation-là pendant son arrêt maladie, c'est-à-dire avant de revenir dans son entreprise. Et donc là, pareil, je vais laisser Vincent prendre le relais sur ce qu'il a pu faire justement avec le service social. Donc, il a d'abord bénéficié d'un essai encadré. C'est intéressant parce que ça permet à l'employeur de se rendre compte que les problématiques de santé de son salarié ne sont pas forcément gênantes sur un autre poste de travail. Ça lui permet à lui de se mettre en situation, de voir aussi ce qui lui manque comme compétences par rapport au métier. Et Marie soulignait notamment la maîtrise des outils bureautiques. Et donc, ça permet éventuellement, pendant l'arrêt de travail, avec l'accord de l'assurance maladie,
de réaliser la formation pendant son arrêt de travail. Alors, pour réaliser cette formation, on a besoin de la validation des professionnels et des institutions, c'est-à-dire le médecin conseil, la CEPAM et le service social. Et donc, on a en général ce qu'on appelle une cellule PDP qui va se réunir. Alors, ça dépend un peu des territoires, des caisses, mais qui se réunit en moyenne une fois par mois et donc qui va étudier, qui va proposer les dossiers éventuellement que nous sont apportés par les conseillers en évolution professionnelle, mais on va aussi étudier les dossiers qui nous sont apportés par les médecins du travail, par le CAP emploi ou par les assistantes sociales. Et donc, on va étudier un peu les situations complexes qui vont nécessiter l'accord de la CEPAM, l'accord du médecin conseil, l'accord aussi du service social par rapport au projet de la personne, pour lui permettre, voilà, pendant son arrêt, soit de réaliser l'essai encadré, soit de réaliser, pourquoi pas, une formation qualifiante. Là, c'était le cas en bureautique. Donc là, on avait mis un petit zoom sur les essais encadrés, c'est-à-dire comment, voilà, comment ça se mettait en place, pour qui, etc. Donc, je vais laisser Vincent voilà, revenir là-dessus. Donc, vous l'avez compris, hein, les essais encadrés, ça vous permet de vérifier soit que vous êtes en capacité de reprendre votre ancien poste de travail ou de réfléchir à un autre poste de travail, soit dans l'entreprise, soit en dehors de l'entreprise. Ce sont des durées qui sont alors de maximum 14 jours, mais qui sont renouvelables une fois et qui sont aussi fractionnables. Par exemple, j'avais un monsieur qui travaillait sur des chantiers très différents et ce n'est pas tous les jours le même poste et le même chantier. Et donc, ces journées d'essai encadré, il les a fait par demi-journée et étalées sur une période de 3 semaines de façon à pouvoir aller vérifier sur chaque chantier qui avait ses particularités, si c'était adapté. On demande l'accord du médecin du travail de l'entreprise d'accueil, sachant que quand on fait un essai encadré dans une autre entreprise, en général, le médecin du travail ne va pas donner son accord parce qu'on ne fait pas partie des salariés de l'entreprise. Par contre, si la cellule PDP dans laquelle on va trouver des médecins du travail, dans laquelle on va trouver médecins conseils, donc des personnes qualifiées expertes, donne son accord, voilà, ça ne posera pas problème pour que la personne puisse faire un essai encadré. En tout cas, à chaque fois, c'est bien soumis à avis de la commission locale PDP. Et comme il est indiqué dans le document, en général, c'est l'assistante sociale qui vient présenter le dossier en commission, mais en fonction des cellules locales, les dossiers peuvent être présentés par les médecins du travail, par les conseillers en évolution professionnelle ou par Cap Emploi. Le dernier cas, du coup, c'est Sonia. Vincent, du coup, je vous laisse. Pardon, c'est moi qui… Pardon, c'est moi qui… Alors, Sonia, j'étais en train de lire une question en plus. Alors, Sonia travaille depuis 7 ans comme commerciale itinérante dans une grande entreprise. Elle a eu un accident de travail important et donc elle est reconnue comme travailleur handicapé. Elle ne peut plus exercer son métier, alors essentiellement dû à des difficultés de déplacement. Et donc, elle a plutôt besoin d'un poste stable. Elle a identifié, alors avec l'employeur, alors ça c'est important, toujours l'identifier avec le médecin du travail, avec l'employeur et éventuellement Cap Emploi qui intervient dans la situation, un poste d'assistante de direction dans l'entreprise. Pour exercer ce poste, il va falloir qu'elle soit, même si elle a des compétences, même si elle a des savoirs, elle a besoin d'être accompagnée sur une prise de fonction dans ce poste. Et donc, on a fait intervenir Cap Emploi, qui a fait une étude de poste, qui a vu les compétences de la personne, qui a vu ce qui lui manquait comme compétences. Et donc, Cap Emploi, avec le médecin du travail et l'employeur, ont identifié que avec un accompagnement, donc un tutorat à ce poste, la personne pourrait reprendre et devenir à son tour assistante de direction. Dans ce cadre-là, on sait que la personne n'est pas opérationnelle tout de suite et à 100% à son poste de travail, qu'elle a besoin d'un temps de formation,
Et donc là, dans l'entreprise, ce temps de formation va se traduire par un accompagnement par une tierce personne. Et donc, pour encourager l'employeur et à accepter que la personne ne soit pas opérationnelle tout de suite, on a un outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le CRPE, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, qui est un outil en fait qui permet de financer par l'assurance maladie, donc par la Sécu, 50% du salaire de la personne, le temps qu'elle soit complètement opérationnelle. Alors pour ce faire, c'est vraiment important. On va travailler avec le médecin du travail, on va travailler avec Cap Emploi, on va travailler avec l'employeur, on va négocier avec eux la durée du contrat, la formation. Alors là, par exemple, c'est un tutorat, mais ça peut être une formation complémentaire en dehors de l'entreprise. Imaginons que cette personne ait eu des besoins de formation en bureautique. Eh bien, elle aurait pu s'absenter, je ne sais pas, une journée par semaine, 2 jours par semaine pour suivre une formation. Eh bien, pareil. Voilà, la formation est adaptable en fait à la situation professionnelle de la personne. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour encourager l'entreprise, pour encourager l'employeur à garder le salarié qui risquerait d'être licencié pour inaptitude, hein, ça c'est important, c'est si on ne fait rien, la personne va être licenciée pour inaptitude parce qu'elle ne peut pas exercer son ancien poste de travail, en l'occurrence là c'était commercial. Et donc, pour la maintenir dans l'emploi, eh bien, l'assurance maladie, après négociation, après étude en cellule PDP, va notamment pouvoir financer à 50% maximum. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais voilà, en gros, 50% du salaire peut être financé par la CEPAM pendant le temps, une durée déterminée, et cette durée est liée aux besoins d'apprentissage et au temps de formation de la personne. On a des questions, j'ai vu Marie qui... Et tu as coupé ton micro, Marie. Pardon. Du coup, je disais, pour conclure, avant de jeter un œil effectivement aux questions, si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le service de conseil en évolution professionnelle, il y a un numéro unique. Ce numéro-là, il est valable si vous êtes dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est un numéro qui est joignable du lundi au vendredi, pardon, de 8h à 19h. Donc, n'hésitez pas. Et pour prendre un rendez-vous avec le service social de l'assurance maladie, c'est le 36 46 et je crois qu'il faut dire service social. C'est ça, Vincent. C'est ça. J'ai vu une première question qui était, alors on ne peut pas se pencher sur tous les cas très précis, individuels, etc., surtout sans avoir tous les éléments de contexte en fait de la situation, mais de façon générale, j'ai relevé une question globale qui peut être, est-ce que quand je suis en arrêt maladie, je peux mobiliser le dispositif démissionnaire? C'est un dispositif très particulier qui permet de démissionner pour un projet de reconversion ou de création d'entreprise et de pouvoir toucher les allocations chômage. C'est un dispositif très particulier. Donc, quand on est en arrêt maladie, on peut le mobiliser. C'est-à-dire que les périodes d'arrêt maladie sont comptabilisées dans le calcul de l'ancienneté. C'est-à-dire que pour ce fameux dispositif démissionnaire, il faut pouvoir justifier de 5 ans d'activité continue dans les 5 dernières années et les périodes d'arrêt maladie sont comptabilisées pour le calcul de ces 5 ans et on peut aussi démissionner en étant en arrêt. Donc, en tout cas, on peut solliciter ce dispositif-là en étant en arrêt. Après, c'est vrai que je vois dans le chat des interventions, il ne faut pas démissionner, etc. En tout cas, le dispositif démissionnaire, dans ce cadre-là, ça permet de toucher les allocations ensuite. Voilà. Ce n'est pas comme une démission classique. Et là, on était bien dans ce cadre-là. Est-ce que Vincent, vous avez vu des questions peut-être auxquelles vous pourriez répondre? Oui. Oui. Alors voilà, il y a eu des discussions sur le chat. Attention, comme vous disiez, à ce qu'on dit. Effectivement, globalement, là, c'est un dispositif bien particulier. Globalement,
si vous devez quitter votre entreprise, il y a ce qu'on appelle le licenciement pour inaptitude et qui permet de maintenir le droit à la prime de licenciement, mais surtout derrière le droit aux assédiques. Donc, attention plutôt à utiliser ce dispositif, à écouter les conseils. Pour le coup, les assistantes sociales maîtrisent bien le sujet et peuvent vous guider dans ce dédale de démarches. Il y a une question par rapport aux indépendants. Pour les indépendants qui n'ont pas de médecin du travail, quel professionnel peut prononcer l'inaptitude? Alors, d'abord, pour les indépendants, il n'y a pas de toute manière de licenciement pour inaptitude, hein. Donc, on est plus sur une réflexion qui va permettre de dire est-ce que je suis encore en capacité d'exercer ou non mon ancien métier et quel droit je peux avoir derrière. Effectivement, il n'y a pas de médecin du travail et actuellement, toutes les CEPAM, on a eu des directives, des circulaires gouvernementales et en fait, toutes les CEPAM sont en train de chercher des partenaires médico-sociaux, alors plutôt des services de santé au travail, mais ça peut être d'autres organismes, des centres de pathologie professionnelle, des centres de rééducation professionnelle. Bref, elles sont en train de conventionner avec des médecins de façon à pouvoir proposer aux indépendants ces visites médicales qui lui permettront de faire le point sur son état de santé, de voir quelles sont les capacités restantes et de se projeter vers d'autres projets professionnels. Donc tout ça, c'est en cours, c'est une réforme qui date du début de l'année. Là, rapprochez-vous encore de l'assistante sociale du département et de l'assurance maladie dont vous dépendez pour voir si la convention est déjà passée ou si elle est en cours. Mais en tout cas, c'est en train de se faire et les signatures des conventions sont en train de se faire et la visite médicale sera prise financièrement en charge par l'assurance maladie. J'ai vu une réflexion d'une personne qui s'interrogeait sur l'assistante sociale. Alors, je suis très surpris de la réponse qui a été apportée. J'ai l'impression que c'est plutôt une assistante sociale du conseil départemental qui a dû répondre. Je ne suis pas sûr que ça soit une assistante sociale de l'assurance maladie parce que justement, en ce qui nous concerne, les questions logement d'enfants, c'est quelque chose dont on s'occupe absolument pas, ou en collaboration avec d'autres collègues. Mais nous, notre priorité, notre porte d'entrée, c'est vraiment la santé de la personne et les difficultés et les conséquences que cette santé peut avoir. De façon plus générale, il y a des questions en tout cas là, des interrogations sur comment, voilà, je suis en arrêt, je ne souhaite pas ou je ne peux pas revenir sur, voilà, sur mon poste de travail, comment je fais? Alors, il n'y a pas une bonne réponse parce que ça dépend bien sûr de la situation et de plein d'autres éléments que l'on n'a pas aujourd'hui. Le mieux, c'est de solliciter un petit peu tous les acteurs et ensuite, ces acteurs-là vont s'articuler entre eux, hein. C'est-à-dire à la fois le service conseil en évolution professionnelle pour avoir les informations sur les dispositifs qui existent, comme le dispositif par exemple des missionnaires, parce qu'une aptitude n'est pas toujours euh, possible. Enfin, je veux dire, le médecin qui déclare l'inaptitude, il faut qu'il ait des éléments. Enfin, voilà, ça se fait pas comme on va chercher. Enfin, voilà, on passe pas commande quoi pour l'inaptitude. Donc parfois, c'est pas, voilà, le licenciement pour inaptitude ne peut pas être déclaré. Et donc, le CEP peut aider aussi pour envisager d'autres alternatives. Mais le mieux, c'est voilà, d'être renseigné par plusieurs interlocuteurs. Et puis ensuite, comme ça, vous avez, vous, la vision de ce qui est possible, comment, et c'est vous qui choisissez la solution qui vous convient le mieux. Voilà, donc c'est vrai que il ne faut pas hésiter à contacter le service social de l'assurance maladie, puisque les assistantes sociales, elles connaissent bien tous ces dispositifs-là, comment vous mettre en relation aussi avec la médecine du travail s'il y a besoin. Voilà, vous pourrez être conseillé au mieux par le service social et puis si besoin aussi dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Il y a dans le chat, hein, il y a des personnes qui présentent la visite de pré-reprise. C'est vrai que c'est un très bon outil.
c'est une visite avec votre médecin du travail, mais qui est juste faite pour évaluer votre situation à l'instant T et essayer de réfléchir à ce qui peut se passer dans le temps. Elle n'a aucune conséquence, il n'y a aucune notification d'inaptitude qui va suivre derrière. C'est vraiment un temps de réflexion avec votre médecin du travail. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez solliciter seul auprès du médecin du travail. Comme le disait Marie, voilà, l'assistante sociale va vous aider aussi à vous repérer dans les différents partenaires, les différents interlocuteurs, parce que tout cela est très complexe. Ça dépend de votre situation, de votre état de santé, de votre entreprise, votre poste de travail. Donc, chaque situation est individuelle et à chaque fois demande une analyse et une évaluation particulière. Je vois une question sur l'inaptitude. Est-ce qu'elle est à éviter car pénalisante ensuite dans une recherche d'emploi? L'inaptitude, ce n'est pas une sanction, hein, c'est parce que dans votre entreprise, à ce poste de travail-là, vous ne pouviez plus le réaliser et que votre employeur ne peut pas vous garder. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être être licencié pour inaptitude et la question à se poser derrière, c'est dans le cadre de votre prochaine recherche d'emploi, est-ce que vous pouvez exercer votre métier, ce même métier dans une autre entreprise, parce que des fois, on est inapte dans une entreprise parce que les conditions de travail font qu'on ne peut plus exercer ce poste-là, mais dans une autre entreprise, ça ne va pas être gênant. Ça peut arriver. Ou est-ce que vous êtes complètement inapte à ce poste de travail? Il faut vraiment réfléchir à un nouveau métier. Donc, ce n'est pas forcément pénalisant, d'abord parce que les prochains employeurs ne sont pas censés savoir et vous n'êtes pas obligé de leur dire pourquoi vous avez été licencié. Mais ce n'est pas vraiment cette question-là qu'il y a derrière, c'est la question de votre état de santé et de votre capacité à continuer de travailler avec un problème de santé, de ne pas plus user votre santé et peut-être vous préserver et réfléchir à d'autres choses dans lesquelles vous serez mieux au niveau physique, psychologique, etc. Alors, pour la MSA, c'est à peu près pareil. Alors là, nous, on est du régime général. Enfin, moi, je suis du régime général, donc je connais moins la MSA. Mais c'est pareil. Il y a un médecin conseil qui fait aussi office, si je ne me trompe pas, de médecin du travail, hein, où les deux fonctions sont un peu liées. Il y a des assistantes sociales au niveau de la MSA et la question du maintien en entreprise et de la réinsertion professionnelle fait désormais partie de leur axe d'intervention et de leur mission. Donc, je pense que la première démarche, c'est aussi voir l'assistante sociale de la MSA. Après, pour prendre rendez-vous, enfin, je vois la question, si on veut voir une assistante sociale de la CARSAT, vous faites le 36 46, vous dites service social, hein, c'est un système vocal qui va vous réorienter directement vers les secrétaires du service social et qui vous prendront un rendez-vous. Alors, après, c'est vrai qu'on a des critères, c'est-à-dire on ne reçoit pas tout public et on reçoit, je vous ai affiché les 4 axes d'intervention tout à l'heure autour de ces problématiques liées à la santé. Par exemple, si on a une personne qui est demandeur d'emploi et qui est en arrêt de travail, voilà, on ne peut pas les prendre en charge parce que nous, notre priorité et ce que nous demande notre institution, c'est de recevoir les personnes qui sont salariées, qui ont encore un contrat de travail et qui sont en arrêt de travail parce que notre mission, c'est d'essayer de maintenir cette personne dans l'emploi prioritairement. Continue à lire quelques questions. Et puis ensuite, ça sera midi. Au niveau timing, on est très bien ce matin. Donc, on a une intervention d'une personne d'un Cap Emploi qui nous confirme que le fonctionnement est identique avec la MSA. Donc, la MSA, hein, pour sortir un peu du jargon, c'est Oui, enfin, comment on peut le dire, régime agricole. l'assurance maladie du secteur agricole, on va le dire comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Du coup, merci de votre participation. Merci pour vos questions. Je vois, il y a une dernière question qui remet en cause ma conclusion. On va quand même y répondre. L'employeur peut-il être à l'origine alors, à l'origine du rendez-vous avec le service social, c'est ça?
Mais après, enfin, il me semble que c'est plutôt une initiative du salarié, la rencontre du service social, hein, Vincent. Oui, tout à fait. Euh, un employeur, si vous en êtes d'accord, pourrait nous interpeller. Mais c'est arrivé, par exemple, où on avait des conventions, enfin, je pense avec des grosses entreprises, euh, mais il va plutôt vous donner nos coordonnées pour que vous entriez en contact avec nous. Nous, notre interlocuteur, c'est vous, c'est pas l'entreprise, c'est pas l'employeur. Notre client, entre guillemets, c'est bien la personne qui est en arrêt de travail. Donc, en général, enfin, j'ai rarement vu des situations, ça peut arriver, où un employeur s'inquiète pour son salarié et nous signale la situation. C'est relativement rare. Et nous n'intervenons que si vous, vous êtes d'accord. On ne va pas passer au-delà de vous et c'est vous qui décidez si vous souhaitez ou non nous rencontrer. Vous êtes libre de refuser. Donc, globalement, c'est plutôt vous qui devez nous interpeller. Dans le cadre du service, hein, conseil en évolution professionnelle, c'est aussi une initiative du salarié. Euh, alors, l'employeur peut informer, hein, le salarié sur le fait que le service CEP existe, mais par contre, on est vraiment sur une initiative également du salarié. Et notamment, ça va rester complètement confidentiel, c'est-à-dire que même si c'est l'employeur et que même si c'est votre employeur qui vous a parlé du CEP, tout ce qui se passera dans le cadre des rendez-vous, ça restera entre vous et votre conseiller. Voilà, c'est une démarche complètement confidentielle. Très bien. Du coup, ben, merci à tous et puis merci Vincent de votre participation ce matin. Bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.